Lorsque vous avez décidé d'enlever James Cross, quel était votre objectif premier à ce moment-là? Est-ce que c'était la libération des prisonniers politiques ou c'était vraiment de faire avancer la cause nationale? C'était de faire avancer la cause nationale, puis on se disait à travers ça, on considérait que la situation politique de l'époque, après le coup de la Brinks aux élections d'avril 70, où le Parti québécois avait quand même, pas reculé, mais avait quand même pas pu faire les avancées qu'il avait pu faire. Donc, on calculait qu'une action violente, mais sans effusion de sang, contribuerait à faire avancer la cause. Et en même temps, on voulait beaucoup plus que la diffusion du manifeste, on voulait obtenir la libération des camarades qui étaient en prison. Mais la priorité entre les deux, est-ce que c'était vraiment la cause? Parce que votre frère était un des prisonniers politiques. Ouais. On a pu penser que c'est ça qui avait fait que vous étiez si impatient d'agir. Non, parce que mon frère étant prisonnier à ce moment-là, au mois de juin, il s'était fait arrêter quelques mois plus tôt, justement en préparant l'enlèvement du diplomate américain Burgess. Donc, c'était pas une question, on s'est retranché, on a choisi James Cross parce qu'on connaissait bien ses habitudes, mais c'était pas une question d'urgence à cause qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui était en prison, parce que cette urgence-là existait depuis quand même plusieurs années, parce que les camarades qui étaient en prison, c'était nos camarades. C'était la grande famille du FLQ ou de tous les opposants. Et c'était pour moi des gens qui méritaient qu'on s'occupe d'eux, qu'on les libère. Vous avez dit c'était d'utiliser la violence, mais sans effusion de sang. Ça, c'était très clair dès le départ. C'est-à-dire que c'était très clair. On s'était dit, on était des gens remplis d'idéaux sociaux, tout ça. On avait lu Arsène Lupin, je compare ça un petit peu, c'était peut-être un peu exagéré, là, mais on voulait, un peu comme les Tupamaros aussi frappaient à ce moment-là en Uruguay, on voulait faire des grands coups de chapeau, c'est-à-dire obtenir des victoires sur le pouvoir pour faire avancer la cause, mais en même temps de façon propre, de façon très habile, très intelligente. Et on voulait agir de façon intelligente et non pas avec des gros sabots. Et on voulait pas que personne meure là-dedans. Et je me souviens que quand Cross est rentré dans la maison, je pense que les premiers jours, on lui a dit à James Cross, écoutez, il n'y a pas question pour vous qu'on touche un cheveu de votre tête. Premièrement, c'était pour le tranquilliser parce qu'on voulait pas qu'il devienne hystérique. Et deuxièmement, parce qu'on se sentait pas capable du tout de tuer quelqu'un froidement. Le FLQ voulait un peu une réponse à la violence du système. C'est comme ça qu'il se définissait. Et la police avait tué personne. La police avait, moi j'avais déjà été battu par la police en prison, mais au moins on n'était pas le Brésil. Donc il n'y avait pas eu mort d'homme. Donc on ne pouvait pas dépasser, aller plus loin que la répression avait fait. Le manifeste, c'est vous qui l'avez rédigé. Lorsqu'il a été lu en ondes, est-ce que vous avez eu l'impression que c'était une grande victoire pour vous? Je l'ai rédigé avec un autre camarade de l'époque. C'est certain que mais on n'a pas réalisé sur le coup l'impact que pouvait avoir le manifeste. On l'a vu dans les jours suivants. Et je pense que ce calcul-là aussi, sans doute, Pierre-Éliott Trudeau ne l'a pas réalisé. Parce que nous, on se disait dans la tête, c'est beaucoup plus facile pour le pouvoir d'ouvrir les prisons, de dire, bon, écoutez, il y a 23 personnes qui sont là, qui s'en aillent à Cuba, qui s'en aillent en Algérie, peu importe, on les reverra plus, un peu comme ils ont fait pour nous, qui s'en aillent et qui ne reviennent plus ici. C'était beaucoup plus facile pour eux, alors que le manifeste, il y avait quand même des idées là-dedans, il y avait quand même un potentiel émotif qui était énorme. Et en accordant cette lecture-là, d'après moi, c'est un calcul que Pierre-Éliott Trudeau il s'est trompé dans son calcul parce qu'on l'a vu dans les jours suivants. Bon, il y a eu énormément sur les hotlines, tout ça, énormément de sympathie. Les gens se disaient contre la violence. C'était normal. Il n'y a personne qui peut se dire pour la violence, contre la violence du FLQ, mais pour les objectifs du manifeste. Et il y a même des curés qui se sont prononcés à Cabano ou ailleurs qui se sont prononcés pour les objectifs sociaux du manifeste. Est-ce que ça vous a surpris, cette réaction-là? Ça nous a surpris, ça nous a beaucoup... ça nous a surpris, oui, parce qu'on pensait pas qu'il y aurait... Mais il faut dire qu'on était énormément préoccupés par des problèmes de communication. Il n'existait pas à l'époque, l'Université du Québec, où on n'était pas des spécialistes, mais on voulait énormément communiquer à travers le Québec. On savait que le Québec, c'était un pays qui était immensément vaste, les communications étaient difficiles, les communications routières, tout ça. On voulait que les Québécois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de Gaspésie à la Côte-Nord, de l'Abitibi à Montréal, comprennent qu'il existait un seul et même problème, que leur problème qu'ils avaient dans leur coin de terre, c'était le même que nous vivions à Montréal, qui était celui d'un pays bloqué, un pays qui n'avait pas son autonomie, un pays qui était rongé par un capitalisme, pour nous, qui était sauvage. Donc ça a été une grande satisfaction. C'était une grande... On l'a vu et on était comblés, c'est évident, parce qu'on voyait les gens... même, parfois, il y a des personnes qui sortaient de la maison, qui prenaient des taxis. Là, on se dit un peu, le chauffeur de taxi, c'était un peu vox populi. Il disait, ah, t'as-tu vu les gars? Bon, ils ont dit telle affaire. Le manifeste, on est d'accord, tout ça. Et on était enchantés, naturellement, de cet appui-là. Ce qui n'était pas le cas de Trudeau. Je pense que c'est certain que ça l'a joué un petit peu contre nous, parce que devant ce vide de pouvoir-là, devant cet appui, entre guillemets, c'était pas un appui tactique énorme, là. C'est une sympathie, si on peut dire, beaucoup plus qu'un appui.
je pense que Pierre Trudeau a pris le mort aux dents et s'est dit, devant aussi cette espèce de gouvernement parallèle ou fantôme qui semblait se dessiner dans l'esprit de Pierre Trudeau avec Claude Ryan du Devoir, Joseph Rouleau des Caisses populaires, Alfred Rouleau plutôt des Caisses populaires, les centrales ça, c'est un syndicales. autre aspect que j'aurais pas le temps de l'aborder, mais qui est intéressant, effectivement. Là, je voudrais en venir. L'enlèvement de la porte, lui, il vous a pris par surprise, ça. Je pense que c'est sûr et On l'a certain. appris au même moment que tout le monde l'a appris, je pense, à la radio. Mais ça vous a rassuré, ça a relancé votre espoir parce qu'il y avait un refus de Il y négocier. avait un refus de Jérôme Choquette, je pense, dans l'après-midi, là, qui avait dit qu'il avait posé un non catégorique aux négociations, à nos demandes. Et c'est certain qu'on était bloqués. Et l'enlèvement, quelques heures après, de Pierre Laporte nous surprend, nous étonne. Et en même temps, on est très content parce qu'on dit, bon, enfin, ça va peut-être débloquer. Vous avez pensé que vous alliez vers une réussite à ce moment-là. Il y avait quelque chose qui nous chicotait un peu, je pense, dans le communiqué. Paul Rose faisait état, je pense, conformément au plan 3 ou au plan X, je ne sais plus exactement. Et ça, on s'est dit, bon, il n'y a pas de tel plan, on n'est pas si organisé que ça. On ne voulait pas non plus montrer aux forces répressives qui nous chassaient, qui nous recherchaient, qu'on était plus fort qu'on ne l'était en réalité, parce qu'on avait peur que ça batte sur nous une trop grande violence. T'sais. Alors, on était contents. Vous étiez déjà conscient qu'il y avait un risque de répression. Oui, on était conscient, mais on ne voulait pas non plus aller vers une trop grande démonstration de force, alors qu'on était quand même deux petits groupes sans grands moyens. Et la loi des mesures de guerre, est-ce que dès le moment où la loi des mesures de guerre est passée, vous avez pressenti que vous alliez vers un échec, que la situation se retournait contre vous? C'est évident qu'on se sentait dépassé. On ne savait plus trop comment réagir. L'armée, pour nous, on n'était pas l'Irlande, comme je le disais. L'armée, pour nous, c'était quelque chose d'abstrait. On avait lu dans nos manuels comment l'armée était déjà intervenue dans les lois de la conscription au Québec, mais on n'était quand même pas habitué à avoir des transports de troupes comme ça dans les rues. On n'en voyait pas devant notre maison, heureusement, mais on les voyait dans les journaux, on les voyait à la télévision, et ça nous effrayait énormément. Mais l'armée, c'est une chose, mais la loi des mesures de guerre, quand vous avez vu la rafle... avec les arrestations. C'est ça. Est-ce que vous avez senti, là, que les gestes que vous aviez posés se retournaient contre vous et se retournaient contre tous vos camarades? Oui, puis non, parce qu'on se disait, c'est un peu stupide de la part des forces policières et des forces politiques qui ordonnaient ces actions-là, d'arrêter tant de monde, de Pauline Julien à Gérald Godin, aux militants syndicaux ou aux sympathisants qui avaient milité dans le FRAPP et qui n'avaient rien à voir. C'était un peu ridicule parce que nous, on se disait qu'au contraire, plus vous arrêtez de personnes, plus c'est des gens qui vont se retourner, non pas contre nous, mais contre ceux qui les arrêtent de façon tout à fait injuste et erronée. Ça, je pense que ça nous effrayait dans le sens mais on craignait pas que les gens nous en veuillent pour ça. On se disait, ils vont d'abord en vouloir à ceux qui les arrêtent de façon injuste. Oui, mais c'était annoncer peut-être un peu l'échec de votre action parce que là, les moyens mis en œuvre étaient tellement énorme. Oui, mais ces gens-là n'étaient pas d'une sympathie ou d'un appui tactique nécessaire. On arrêtait des gens, c'était le calcul beaucoup plus des forces répressives qui disaient, bon, on va couper un peu comme les Vietnamiens, à une beaucoup plus petite échelle, comme les Américains voulaient faire au Vietnam, on va sortir l'eau, l'eau, puis le poisson va tomber de lui-même. Tu sais. Donc, mais ce n'était pas ces gens-là qui nous alimentaient, au contraire, c'était des porte-parole de la société, c'était des gens qui étaient les forces vives un peu, qu'on a voulu... Mais je pense que c'est une erreur du gouvernement. C'est une erreur du gouvernement, et je pense qu'on a voulu beaucoup plus, et d'ailleurs, je pense que les historiens, après, l'ont démontré, c'est que là, Trudeau et compagnie ont voulu beaucoup plus frapper un grand coup contre les forces d'opposition au Québec, contre les forces indépendantistes. Et c'était beaucoup plus ça. Et vous, au moment où ça s'est vécu, là, quand vous étiez isolé dans votre appartement, que vous voyez cette répression s'abattre, est-ce que vous vous êtes pas senti entouré? On s'est senti, comme je vous disais, oui, on se sentait un petit peu dépassé. C'est évident qu'on était préparé pour 2-3 semaines maximum de négociations, de sièges et d'opérations. Puis on se dit après, bon, le gouvernement va réagir favorablement à nos demandes, à certaines de nos demandes. On savait sur lesquelles reculer, plus ou moins. Et donc, on se disait, bon, après, on disparaît un peu dans la nature, puis on recommence, on réorganise le FLQ d'une autre façon. Est-ce que pour vous, le tournant de la crise, c'est la loi des mesures de guerre ou c'est la mort de Pierre Laporte? Je pense que c'est la mort de Pierre Laporte. Il y a eu la loi des mesures de guerre, c'est certain que, bon, comme je vous disais, on a vu des transports de troupes, on a vu des arrestations, mais la mort de Pierre Laporte, pour moi, ça a été le moment où on a un petit peu perdu notre défi, qui était de faire une omelette, je pense, sans casser des œufs. Là. Je pense qu'on ne voulait pas de mort d'homme, et bon, la mort de Pierre Laporte nous a consternés, parce qu'on voulait faire ça proprement, on voulait ça sans effusion de sang, puis là, bon, on avait un mort sur les bras, enfin, pas moi, en tant que responsable
de cette action-là. Mais le FLQ était un petit peu éclaboussé par ça, c'est évident. On a commencé à perdre nos appuis. Avant, Chartrand disait, bon, Pierre Laporte, ils l'ont mis en pénitence, c'est plus grave, c'est pas grave, il est en pénitence. Comme tout bon responsable gouvernemental, il a le droit d'aller en pénitence. Les gens doivent, parce qu'il est toujours responsable de quelque chose. Mais là, on ne pouvait plus dire ça. Il était plein en pénitence, Pierre Laporte était mort. Et ça a été je pense que ça a été pour nous un moment très dur. Et je pense pour le Québec aussi. Et là, est-ce que c'est là où vous avez senti que peut-être que tout ça, là, vous perdiez le contrôle et que vous obtiendriez rien de ce que vous aviez souhaité? On était toujours décidés quand même. On s'est dit, bon, c'était un dur coup, fallait se relever. Bon, c'était pas nous qui avions commis cette... Pour moi, que je calcule, c'est une erreur politique, la mort de Laporte. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours maintenu que je voulais demeurer dans la maison, je voulais continuer. De toute façon, le communiqué qu'on avait émis, qui n'a jamais paru, qui n'a jamais été publié, à ce moment-là, c'était que nous, on mettait fin au chantage à la mort, si on peut dire. On mettait fin donc aux menaces de mort contre James Cross. C'est un communiqué qui a été émis le vendredi. Avant, donc une journée qui n'a jamais été publiée. Louis Fournier, je pense, en parle dans son livre. Et on pense que si ce communiqué avait été diffusé, l'autre groupe, l'autre cellule, n'aurait pas pu donc tuer Pierre Laporte, parce que nous, on disait, bon, James Cross va être gardé en prison, dans la prison du peuple, comme on disait à ce moment-là. Puis il va être comme nos camarades en prison. Alors, bon, on dédramatisait un peu la crise, on la faisait baisser d'un cran, puis on pensait se réorganiser mieux. Vous vous définissez souvent comme un Robin des Bois à l'époque. Qu'est-ce que vous entendez exactement par Le là? Robin des Bois, le manifeste disait le contraire, on n'est pas un Robin des Bois des temps modernes, mais on se voulait des justiciers. On se voulait des gens qui rendait justice parce qu'on trouvait que la justice n'existait pas ou qu'elle n'existait pas là où elle devait être. Et on voulait donc frapper des coups comme ça à gauche et à droite, un peu comme parfois on le fait aussi dans des opérations du FLQ, où le FLQ faisait plaçait une bombe ou attaquait, je pense entre autres à la FCAI, qui est un syndicat de boutique, mais extrêmement véreux, et qui, je pense à la suite des différentes attaques du FLQ, puis des dénonciations également publiques, ce syndicat-là a arrêté d'exister. Donc ça, c'est une des victoires, entre guillemets, du FLQ. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, est-ce que vous trouvez encore que la violence était nécessaire pour faire avancer la cause? Moi, je calcule que la violence est nécessaire dans une société où, au moment donné où c'est bloqué, où le contexte démocratique est bloqué. Maintenant, c'est quoi un contexte démocratique? On écoute actuellement Mulroney qui dit, bon, c'est un coup d'État, qu'est-ce que le Sénat est en train de faire, de bloquer le Sénat. Le Sénat, et Jean Chrétien dit, écoutez, est-ce que la nomination de 8 sénateurs, c'est une attaque contre la démocratie? C'est un langage inflationniste pour moi. Je pense que la société québécoise, actuellement, elle est pas bloquée comme elle était dans les années 60. Donc, il n'y a pas lieu de telle explosion de violence. Bon, le contexte amérindien, c'est différent du nôtre. On peut en parler. Je pense que moi, je suis d'accord avec... on en parlera tout à l'heure parce que je vais revenir sur ça. Mais juste... Donc, aujourd'hui, 20 ans plus tard, il n'y aurait pas de raison. Il n'y aura pas de raison. Mais je pense que il y a 20 ans, si vous vous reportez il y a 20 ans, est-ce que vous pensez encore que la violence était nécessaire à cette époque? Je pense que la violence est nécessaire parce qu'elle était une réponse. Il y avait, comme je dis, on assistait de plus en plus à une radicalisation des luttes. Et la violence n'était pas uniquement du côté du FLQ. Je pense que les travailleurs exprimaient aussi leur mécontentement et leur radicalisation des luttes par des actes de violence. Je pense entre autres au village à Cabano, qui s'est tellement en état d'insurrection. Je pense aux travailleurs des moulins à papier à Windsor, à East Angus, qui avaient occupé leurs moulins avec les armes à la main. Les travailleurs de l'Iron Ore sur la Côte-Nord avaient dynamité à quelques reprises les installations de la compagnie, des patrons, qui étaient des fois anglophones et tout ça. Donc, je pense que les travailleurs étaient, puis le FLQ se voulait un peu cette réponse-là, un petit peu à l'avant-garde des travailleurs, mais on se disait, bon, les travailleurs l'utilisent, cette violence-là, et nous l'utilisons aussi. On n'est pas un cheveu sur la soupe. Et on s'inscrivait, je pense, très, très bien dans le contexte. Il y avait le règlement anti-manifestation. Oui, puis vous avez l'impression aujourd'hui que cette violence-là, elle a fait avancer la cause nationale? Elle a fait avancer, comme je pense, énormément d'autres actions pacifiques, démocratiques. Je pense entre autres au Parti québécois, je pense au RN aussi, qui avait une image plus à gauche et plus violente parce qu'il organisait des manifestations dans les rues, contrairement au Parti québécois. Je pense que tout ça a fait avancer la cause, pas juste la violence du FLQ ou la violence des travailleurs dans leurs syndicats. Est-ce que le FLQ n'a pas freiné la cause nationale? Je pense pas. C'est certain qu'au début, avec la mort de Laporte et tout ça, il y a eu, avec la vague d'arrestations et la peur qui s'est installée dans les années 60, au début des années 70. Je n'étais pas ici au Québec, mais ce que j'en savais,
la perception qu'on en avait un peu de l'étranger. Je pense que ça l'a peut-être freiné, mais je pense que ça l'a fait comprendre. Je pense entre autres au poème de Félix Leclerc que j'ai lu quand je suis revenu au Québec en 79. C'était pas un poème, mais c'est une entrevue que Félix Leclerc donnait à la revue L'Actualité en février 79 et qui disait « J'ai compris le poids de la dépendance ». En parlant des événements d'octobre, donc c'était comme, je sais pas, presque 10 ans plus tard, en 79, j'ai compris le poids de la dépendance quand j'ai vu l'armée et les Anglais rentrer dans mon île. Et c'est une phrase que j'avais répétée devant le juge Méran qui m'a condamné à 3 ans, 2 ans, 1 an de plus de prison que prévu en disant j'ai fait l'apologie de mon crime. Mais c'était donné un point de vue différent. Et un poète comme Félix Leclerc, pour lui, les événements d'octobre, il avait ouvert les yeux, entre guillemets. Est-ce que la crise d'octobre reste toujours un poids sur vos épaules? Est-ce que vous en parlez comme pour l'exorciser? Non, c'est la première fois. C'est la première fois que j'accepte d'en parler depuis 10 ans, depuis mon retour, depuis 20 ans, donc depuis ces événements-là. Parce que, bon, on a créé un peu un événement qui est un petit peu indépendant de ma volonté. J'ai accepté d'en parler parce que je pense à cause beaucoup plus du contexte de cet été qui m'a beaucoup interpellé avec les Warriors, les Amérindiens. Et pour moi, le parallèle est intéressant également à faire. Alors, c'est un peu pour ça que j'accepte d'en parler. Oui, mais il y a plusieurs de vos collègues qui refusent d'en parler, qui veulent tourner la page. Vous, est-ce que vous continuez à vivre octobre 70, à le porter? Non, pour moi, non. C'est un événement dans ma vie. Aujourd'hui, je travaille dans la culture, mais je pense que c'est quand même pas loin de ce que j'ai fait, parce qu'au Québec, on est une société où, un peu comme en Amérique latine, où les écrivains, les poètes, les hommes de théâtre interviennent beaucoup sur la réalité politique du pays. Et donc, dans mon métier d'éditeur, je pense que je fais un peu ce même travail-là, où je travaille sur des textes, j'accepte des textes, j'y publie. Et c'est toujours des interventions, je pense, qui ont une répercussion sur le milieu politique québécois. Je vous remercie beaucoup, Jacques Langto. Merci.